Alors les balances, ça paraît peut-être un objet que tout le monde connaît, mais en fait on s'est aperçu en faisant des inventaires dans les différents endroits de la fac qu'on avait plein de modèles de balance. Donc on s'est dit que peut-être c'était un sujet intéressant, réfléchir un petit peu aux balances et à tout ce que les physiciens peuvent faire avec des balances. Alors on a commencé depuis l'Antiquité, hein, les balances, c'est l'équilibre toujours. On vous en a sorti, alors les images ne sont pas très belles, mais vous voyez tous les usages de balance. Donc, on pesait les âmes, soi-disant, en Égypte, avec une balance à plateau. On a la déesse de la justice avec sa balance, ça c'est bien connu. On a pesé les sorcières aussi. Alors cette balance-là, ça c'est un tableau datant du XVIe siècle. Et la balance qui est à droite, elle est dans un village de Hollande qui s'appelle Oudewater. Et elle avait été agréée par Charles Quint. Et apparemment, personne n'a jamais été condamné à cause de cette balance. Mais c'est une balance officielle agréée par Charles Quint pour peser les sorcières. Et elle existe toujours. Donc vous voyez, c'est une balance au plateau assez classique. Ici, on a normalement des enfants qui sont sur une balançoire, on ne voit pas très bien, hein, mais c'est aussi une balance. Tout ça, c'est des balances depuis l'Antiquité, des balances à plateau. La balance, ça permet de mesurer toutes les masses possibles. Hein. On va de toutes petites masses à des masses gigantesques. Là, vous avez les tableaux bien connus du peseur d'or, donc c'est des toutes petites masses. Puis à droite, au contraire, c'est un plateau pour peser carrément des camions ou là, c'est un cheval. Et c'était dans les villes, le poids public à l'entrée des villes, c'était des balances. Actuellement, la balance la plus sensible, c'est une balance au yoctogramme. Alors le yoctogramme, comme moi, vous avez peut-être jamais entendu combien ça faisait. Et en fait, c'est 10-24 grammes, c'est-à-dire 10-27 kilogrammes, 10-24 grammes. Et j'ai trouvé, donc, dans les techniques de l'ingénieur, en 2012, il y a un article qui explique qu'on a réussi à mesurer jusqu'à l'yoctogramme, donc 10 puissance moins 24 grammes. Bon, les balances, il y a une infinité de modèles pour mesurer les masses. Alors, si ça vous amuse, vous allez voir le site des collectionneurs de balances. Alors, c'est un site géré par des Anglais, je crois, qui s'appelle, l'association s'appelle ISASC, là, c'est l'association des collectionneurs de balances. Ils ont un site, je vous ai mis l'adresse là en haut, et vous verrez tous les modèles farfelus, tous les modèles de balance qu'il a pu exister. Ils en ramassent tout plein. Il y a plein de modèles de balance. Ils ont une revue aussi qui s'appelle Equilibrium. De toute façon, vous avez tous déjà vu des balances à plateau, avec deux plateaux, des fléaux égaux, des fléaux inégaux, les aéromètres qui sont aussi des balances, la balance de Roberval, bien connue, des balances avec des ressorts divers, et puis des balances de torsion. Mais à chaque fois, c'est toujours la comparaison de deux forces ou de deux moments de force, tout le temps. Donc la balance romaine, celle-là, vous l'avez tous déjà vue. Tu l'as vue, oui. Tout le monde a déjà vu une balance romaine. Ça, c'en est une toute petite, mais vous savez qu'il en existe des très très grandes. On a tout un tas de pesons. Ça, ce sont des systèmes à ressort. Là, c'est pareil, on va les faire circuler. Tu passes ceux-là aussi, tout ceux-là. Hein. Alors, là, c'est pareil. Il y en a qui permettent de peser quelques grammes ou quelques kilos. Il y en a un qui devait servir pour des grosses masses parce qu'on n'arrive pas à tirer dessus. Alors, à chaque fois, ils sont gradués. Mais évidemment, l'unité n'est pas indiquée. Parce qu'à l'époque, ça devait être évident. Donc, vous avez des graduations, mais vous ne savez pas si c'est des grammes ou des kilogrammes. Mais bon, c'est gradué. On a aussi, ici, un tout petit pèse-lettre. C'est pareil, on va le faire circuler. Alors, lui, il y a écrit que c'est un pèse-lettre, et donc il est gradué en grammes. Et puis, je vous ai mis quand même pour le plaisir ce superbe pèse-personne
qui se trouve dans un musée de la pharmacie à Cracovie. Et vous voyez un superbe fauteuil pour s'asseoir, et c'est un pèse-personne. On voit très bien que c'est une balance. Je suppose que vous n'avez jamais utilisé de pèse-personne comme ça. Celui-là, on ne peut pas l'essayer, on n'a pas le droit de s'asseoir dessus. Mais quand même, il est très joli. Alors, la balance, c'est aussi le prototype de l'appareil de mesure. C'est peut-être le premier appareil de mesure que les hommes ont fait, en dehors d'une espèce de règle et puis de récipient. Les balances, c'est très très vieux et c'est finalement l'appareil de mesure qu'on introduit souvent à l'école, dès le début. Je vous ai sorti ici, alors on ne peut pas bien voir, mais 2 manuels qui datent des années 1920, tous les deux. Donc ça, c'est un manuel d'école d'enseignement primaire, où vous voyez, on montrait aux enfants une balance à plateau, une balance Roberval, des pesons. C'était la leçon d'école primaire, et je pense qu'à l'école primaire, on sort encore les balances. Et puis, la balance, c'est par définition l'outil de mesure où on donne les qualités d'un appareil de mesure. Un appareil de mesure, il faut que ça soit, alors là c'était un ouvrage de seconde, il faut que ça soit fidèle, sensible et précis. C'est vraiment les qualités de l'appareil de mesure. La fidélité étant finalement le caractère le plus important. La fidélité, ça veut dire qu'il faut que quand vous faites 2 fois la même mesure, ça vous donne la même réponse. Si quand vous faites 2 fois la même mesure, vous avez des réponses différentes, votre appareil n'est pas fidèle. Il faut aussi qu'il soit précis, de préférence, ça c'est quand même mieux, et puis qu'il soit sensible pour une balance. Est-ce qu'elle est sensible au milligramme? Est-ce qu'elle est sensible au gramme? C'est vraiment les 3 propriétés d'un appareil de mesure. Et vous avez sûrement vu ça dans votre scolarité, c'est vraiment typique. Donc là, l'ouvrage de seconde, vous avez tout un cours sur précision, sensibilité, fidélité de l'appareil de mesure. Ce qui est généralisable à tous les appareils de mesure, évidemment, mais c'est la balance le prototype pour ça. Cela étant, on va vous montrer les balances des collections de la DOI. Alors, le premier qu'on a, ce sont les aéromètres, qui en fait sont des systèmes de balance, où on équilibre la masse de l'objet et la poussée d'Archimède. Alors ces aéromètres-là, on les a utilisés il y a quelques années dans un atelier de physique que vous pouvez retrouver en ligne, où on avait effectivement utilisé ces aéromètres et fait des mesures avec pour montrer qu'on arrivait à mesurer correctement les densités. Celui-là est en métal, mais on en a un superbe aussi qu'on ne sort pas. C'est celui-là, un aéromètre de Fahrenheit, qui est dans un verre très très fin et qui est plein de mercure. Donc on ne va pas l'amener à la BU parce qu'il est plein de mercure. Donc il est très fragile. Mais vous voyez, c'est le même dispositif, sauf qu'il est plus ancien que les autres, il est bien plus fragile. Donc ça, comme ça, on en a 2 dans les sous-sols, et puis donc on a celui-là aussi. On a tout un tas de petites balances, donc pour mesurer des masses, pour le moment. Donc on a ce trébuchet, la petite balance bien connue. On a évidemment des balances Roberval. Alors l'intérêt de la balance Roberval, c'est que c'est un modèle à plateau soutenu, donc c'est complètement différent de toutes celles qu'on avait avant, qui étaient des balances à plateau suspendues, avec un dispositif de parallélogramme en dessous, donc on peut le regarder, un dispositif qui supporte les plateaux. Cette balance, ce modèle Roberval, il a été amélioré par M. Béranger. Donc le dispositif Béranger, c'est le parallélogramme en dessous est plus sophistiqué, et de façon à ce que la réponse ne dépende moins de l'endroit où vous mettez les masses sur le plateau. Mais l'intérêt, alors le modèle Béranger, on n'en a pas à ma connaissance dans la BU, mais l'intérêt c'est que la maison Béranger était installée à la guillotière et que toutes ces balances de ce type-là, que vous avez tous sans doute déjà vues chez des commerçants, il y en avait très souvent avant, étaient fabriquées à la guillotière dans une entreprise qui s'est d'abord appelée Béranger et qui avait breveté sa balance en 1845, qui ensuite a été rachetée par quelque chose qui s'est appelé Trévoux et ensuite par Testu.
Testu, vous en avez peut-être déjà entendu parler, toutes les balances Testu, et puis Testu, ça a fini racheté par Bernard Tapie. Donc on en a parlé pas mal à une époque. Et ça, c'était à la Guillotière. On a aussi, alors celle-là, on ne vous l'a pas sortie, mais elle est dans le sous-sol du déambulatoire, là-bas en face, cette grande balance de Deleuil. Alors vous voyez, les modèles moléculaires au-dessus, ça vous donne une idée de l'échelle. Hein. C'est une grande balance qui pesait jusqu'à 3 kg au milligramme près, je crois. Donc celle-là, elle est dans le sous-sol du déambulatoire. Si un jour vous voulez venir la voir, il faut demander à ce qu'on vous ouvre la porte. Deleuil, c'était au XIXe siècle le constructeur de balance. On a eu deux personnes, le père et le fils, hein, Louis-Joseph, qui avait le poste officiel de balancier de la commission des monnaies, c'est-à-dire c'est lui qui fabriquait les balances pour vérifier les monnaies. Et puis son fils, Jean-Adrien, après. On a aussi cette balance-là. Alors ça, c'est typiquement la balance style épicerie, sauf que celle-là, elle marche jusqu'à 10 grammes, et celle-ci, elle est dans le sous-sol du bâtiment L'Herbier. Elle a comme particularité d'être en bakélite. Le bakélite, vous savez, c'est ce qui servait à faire tous les téléphones, cette matière plastique qui servait à faire beaucoup d'appareils dans la première moitié du XIXe siècle. On ne sait pas à qui elle a servi, mais elle est dans le sous-sol de l'Herbier. Les balances de laboratoire. On en a sorti une seule, mais alors là, il y en a un petit peu partout dans les différents laboratoires de l'université. On a ces 3 autres-là, toujours pareil, dans le sous-sol du déambulatoire. Et vous voyez la variété de dispositifs de ces balances. Alors ça, ce sont des balances de précision. Et pour la précision, il faut avoir d'abord 2 fléaux bien identiques de chaque côté. Il faut avoir des dispositifs de plus en plus sophistiqués. Vous voyez la complexité des supports des fléaux pour la précision. On a des socles en marbre pour que la balance ne bouge pas. On a toujours un dispositif pour bien vérifier la verticalité. Alors, soit c'est des niveaux à bulles, soit comme celle-ci, un fil à plomb. Hein, mais il faut bien vérifier que la balance est bien horizontale. Et puis, on a des portes diverses et variées pour pouvoir y accéder. Donc, celle-ci, ça se soulève. Ce modèle-là, on a 2 portes de chaque côté, à chaque fois, pour que la balance, ensuite, soit protégée des fluctuations, des mouvements. Un des problèmes des balances, quand elles sont très sensibles, c'est qu'elles vont osciller assez longtemps et que les mesures sont longues à faire. D'où des tas de dispositifs pour ralentir le mouvement. Alors celle-ci, par exemple, le dispositif, il est là. C'est une palette qui bouge dans de l'huile. Il y a toujours de l'huile dedans. Ici, vous avez 2 autres dispositifs. Ici, vous avez un autre dispositif, toujours des dispositifs pour essayer de ralentir le mouvement. Et puis après, des dispositifs pour mieux voir la lecture. Celle-ci, par exemple, elle a un écran lumineux ici, donc un dispositif de lampe qui permet de projeter la graduation toujours pour améliorer la précision des balances. Toujours pour améliorer la précision des balances, il y a beaucoup de physiciens qui sont intéressés à cette précision des balances, et pas n'importe qui. Entre autres, Pierre Curie, qui a donc fabriqué cette balance, dite balance de Curie, qui a effectivement, elle aussi, un dispositif d'amortissement, AR, de chaque côté, là, un dispositif de microscope pour regarder la graduation. Le microscope, il est là. Et cette balance de Curie, alors celle-ci, elle est dans le secrétariat du département de physique, en haut d'un placard. Et vous voyez, c'est des balances qui étaient numérotées. C'est la numéro 206, ce qui veut dire qu'il n'y en a quand même pas des milliers, et qui est précise au 10e de milligramme. Donc, fabriquée par M. Pierre Curie, qui avait besoin de balances de précision. Plus classique, on a les balances hydrostatiques. C'est ce modèle-là. Alors là, c'est pareil, on en a 2 dans les collections. On vous a sorti la plus jolie. Et
on équilibre la masse avec la poussée d'Archimède. C'est un modèle assez classique. Mais là encore, vous voyez, là, il y a un fil à plomb, donc vous ne voyez peut-être pas parce qu'il est derrière, un fil à plomb pour vérifier l'horizontalité de la balance. Autre modèle, cette balance dite de substitution. Alors celle-ci, elle est dans le bâtiment Lederer, au 2e étage, et ça, c'est une balance qui est peut-être une pièce unique. Cette balance, elle a été fabriquée par M. Bockholtz, et la seule trace qu'on en ait eue, c'est un rapport de la Société française pour l'encouragement de l'industrie nationale, SFEIN, où on a un schéma, une gravure représentant cette balance, expliquant que cette balance, elle a été faite par ce monsieur Bockholtz, qui était élève ingénieur à l'école centrale. C'est son travail de fin d'études, en quelque sorte. Ce monsieur Bockholtz, ensuite, a complètement abandonné les balances, puisqu'il a été faire de la botanique, et qu'il est plus connu des botanistes que des physiciens ou des chimistes, puisqu'il a des échantillons qui sont au Muséum d'histoire naturelle. Donc vraiment, il a vraiment fait de la botanique de façon très très poussée. Mais il a fait cette balance comme travail de fin d'études, une balance de grande précision. Cette balance a même été en dépôt à la Monnaie de Paris, mais on a décidé qu'elle était très précise, mais qu'elle était trop longue à régler. Donc, elle n'a pas eu de succès, elle n'a jamais été brevetée. Elle a la particularité d'être ce qui s'appelle une balance de substitution. Je vais vous montrer en quoi ça consiste. Et c'est l'ancêtre des balances Mettler, que tous les chimistes connaissent bien. C'est le même principe, balance de substitution. Et quand M. Mettler a voulu breveter sa balance, on lui a dit ah ben non, il y en a déjà eu de fabriqués. Ça n'empêche pas qu'il en a vendu et qu'il a fait fortune avec. Mais bon, alors cette balance, du coup, on connaît la gravure, on l'a, et on n'en a jamais vu d'autres. Donc c'est peut-être une pièce unique. On ne sait pas trop comment elle est arrivée ici, sauf que M. Bockholtz, il a vu comme professeur quelqu'un qui s'appelait Théodore Olivier, qui était professeur à Paris, au CNAM, et qui s'intéressait beaucoup à la mécanique, et qui était lyonnais. Alors peut-être qu'il est venu une fois avec cette balance pour la montrer, et puis qu'elle est restée là, que personne ne l'a récupérée, on n'en sait rien. Toujours est-il que nous, on la possède. Enfin, l'université la possède. Alors, voilà le principe d'une balance de substitution. C'est différent des balances de ce type-là, où l'axe est au milieu et où il faut que les deux parties du fléau soient strictement identiques pour que la balance soit bien précise. Ici, on a un fléau, un contrepoids, des masses, et quand on met l'objet à peser, on enlève les masses au fur et à mesure, de façon à ce que le fléau supporte toujours la même chose. Donc c'est une balance dite de substitution. Ça, c'est typiquement le modèle de la balance Mettler, où en fait les masses, c'est des anneaux qui se déplacent, qui sont déplacés automatiquement par le système. Et ça permet une précision beaucoup plus grande que les balances habituelles. Donc tout ça, c'était pour mesurer des masses. Jusqu'à maintenant, on n'a fait que ça. Mais on mesure d'autres choses avec les balances. Alors on a par exemple la balance de Coton. Monsieur Aimé Coton, lui, a inventé une balance pour étudier les champs magnétiques. Donc c'est ce modèle-là. Ça, c'est typiquement le modèle pédagogique. Il y en a peut-être quelques-uns d'entre vous qui en ont utilisé au lycée ou à la fac. On a un courant électrique, le champ magnétique est ici, et le dispositif est fait, donc à cause de la forme de la balance, de façon à avoir facilement l'équilibre entre le poids ici et puis la force de la place. La force de la place produit de la valeur de l'intensité du champ magnétique et de la longueur de la petite partie de courant qui est ici. Cette balance, donc ce modèle-là, a comme particularité d'avoir ici, pour qu'elle soit bien mobile, des contacts au mercure. On a un petit récipient dans lequel on mettait du mercure et on a deux pointes qui plongent dedans pour
pour qu'effectivement ça soit le plus souple possible. Elle a aussi un amortissement à huile. Vous voyez la palette qui est plongée dans un récipient plein d'huile, pareil pour l'amortissement. Et puis elle a le même dispositif que celle-là, c'est-à-dire une petite chaînette pour les petites valeurs de masse. Alors là, celle-là n'est pas en très bon état, il y en a une deuxième en meilleur état, au premier étage ou au deuxième étage du bâtiment Lippmann. Et si vous voulez savoir plus comment ça marche, il y a des étudiants qui, alors c'est il y a 2 ans, je crois, ou il y a 3 ans, ont travaillé sur cette balance, ont fait des petites vidéos, et vous pouvez les voir sur YouTube. Ça a été filmé, donc il y a le principe de fonctionnement et il y a le fonctionnement de cette balance. Donc ça, c'est pour mesurer des champs magnétiques. Autre balance, une thermobalance. Celle-ci, vous voyez, elle est grande, puisque ça, c'est une armoire. Hein. C'est une thermobalance. Comment elle fonctionne, ça, je n'ai pas tout bien compris, pour vous dire. Mais bon, ce qui est sûr, c'est qu'elle a servi à quelqu'un dans une thèse en 1962. Une thèse, étude de la décomposition thermique du nitrate et de l'oxalate de thorium. Et elle a été fabriquée par l'entreprise Alamel, qui était plus ou moins fondée par un monsieur Pierre Chenevard, originaire de Tizy, donc quelqu'un de la région lyonnaise, et qui a beaucoup travaillé dans les aciéries. Donc on a cette grande balance, pareil, dans le sous-sol du déambulatoire, premier cycle là-bas. Et donc là, c'est pour mesurer autre chose que des masses directement, hein, puisqu'il étudie la décomposition thermique d'un produit. Alors, il existe aussi les balances de torsion. Donc, on n'a pas de balance de torsion toute simple, mais on a des balances de torsion utilisées pour différentes choses. Alors, entre autres, on a celle-ci, qui est un tensiomètre, qui permet de mesurer la tension superficielle. Donc, on met un liquide là-dedans. On a ce tout petit anneau, qui normalement est un anneau de platine, calibré, bien défini, qu'on amène à la surface de l'eau et on tire tout doucement jusqu'à l'arrachement. C'est donc un système de torsion avec un fil de torsion ici. Donc celui-ci s'appelle tensiomètre de Lecomte de Nouilly. Autre balance de torsion qui, celle-là, est dans les vitrines du bâtiment Lippmann. Celles qui sont dans le hall du bâtiment Lippmann, c'est la balance de Curie-Chenevaux. Alors toujours Pierre Curie. Et là, c'est une balance destinée à mesurer les susceptibilités magnétiques. Donc vous voyez, ça, c'est la gravure de l'article de Pierre Curie et Chenevaux, hein, l'article qui a été présenté à la Société française de physique en 1903. La gravure et la balance dont on dispose et que vous pouvez aller voir donc dans le hall du bâtiment Lippmann. Monsieur Gouy, qui a travaillé toute sa carrière à Lyon, avait aussi utilisé des balances pour étudier les propriétés des matériaux magnétiques. Mais lui, il utilisait une balance ordinaire, entre guillemets, et puis un électroaimant. Jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé de trace du matériel de Gouy dans les patrimoines de Lyon 1, mais peut-être que ça existe quelque part. Alors, autre balance, donc ça c'était les balances existant à la doigt. Peut-être qu'il y a des gens qui vont nous en sortir d'autres, on espère, hein, si des fois dans vos fonds de laboratoire, vous trouvez des balances, on sera bien content de les ajouter à la collection. Mais on voulait aussi vous montrer tout ce que les physiciens peuvent avoir fait avec des balances en tout genre. Alors d'abord, il y a les 2 balances historiques, qui sont des balances de torsion. Hein, la balance de Coulomb, qui lui a permis de plus ou moins vérifier la loi de l'électrostatique. Alors, je dis plus ou moins parce qu'il y a des gens qui disent que c'est très très difficile de refaire la manip. Et que, est-ce qu'il n'a pas un petit peu copié
la loi de la gravitation, on ne sait pas trop, hein, mais tous les gens qui ont essayé de refaire des manips avec les balances de Coulomb ont beaucoup, beaucoup de peine. On a aussi la balance de Cavendish, qui lui a permis de déterminer la constante de gravitation. Alors ça, c'est des balances historiques, on n'en a pas ici. Mais il y a d'autres balances qu'on n'a pas, mais d'autres choses un peu plus originales finalement. Monsieur Deleuil, celui dont on a parlé tout à l'heure, avait été chargé par le service municipal de la ville de Paris de l'installation d'appareils photométriques pour la vérification du pouvoir éclairant du gaz. C'est à l'époque où on a commencé à installer des lampadaires et des dispositifs d'éclairage à gaz à Paris, et il fallait vérifier que les lampes étaient correctes. Donc vous voyez, dispositif de balance, la balance de Deleuil qui a la même forme que celle que je vous ai montrée dans le sous-sol, la grande, là c'est typiquement Deleuil, il faisait toujours ses balances comme ça. Et ici vous avez une lampe avec du liquide dedans, et on faisait à la consommation de liquide, on vérifiait qu'elle consommait correctement grâce à une balance. Alors, tout un dispositif, vous voyez, appareil photométrique fabriqué par M. Deleuil, mais inventé par M. Dumas et M. Regnault. Là encore, c'est des gens qui s'intéressaient à ces dispositifs pour l'éclairage au gaz à la fin du XIXe siècle, début du XXe. Les lampes qui sont là, c'était des lampes dites lampes Carcel. Autre utilisation, alors celle-là on n'en a pas, mais j'ai trouvé ça dans un catalogue, ça permet d'étudier les forces sur différentes formes de solides, typiquement les ailes d'avion. Et là c'est pareil, c'est un dispositif de balance où on met le solide dans le liquide et on peut étudier la poussée selon la forme du solide. On a aussi des balances pour étudier l'humidité de la soie, ça c'est à Lyon, c'est bien connu. Hein. Ça, c'est un tout petit dispositif. Et cette grande balance-là, pour mesurer l'humidité de la soie, elle est dans la maison des Canuts, à la Croix-Rousse. Hein, et vous voyez, elle est très, très jolie. Elle est décorée. C'est une très, très belle balance. Après, on a beaucoup, beaucoup de balances liées à l'électricité. Et vous voyez tous les gens qui s'y sont intéressés. Antoine Becquerel qui a imaginé cette balance pour comparer l'intensité de deux courants. Les courants passent dans les deux bobines, on compare les intensités avec une balance. Or, celle-ci est à l'école polytechnique. Là-bas, on a un électromètre à plateau. Les deux plateaux sont ici, et vous voyez la balance au-dessus. Et ça permettait de mesurer les champs électriques. Celle-ci, elle est à l'université de Rennes. On a aussi Jamin, recherche sur le magnétisme, c'est pareil, un dispositif de balance pour comparer deux courants. On en a beaucoup d'autres. Un ampèremètre étalon de M. Pellade avec un dispositif de balance entre deux bobines. L'électrodynamomètre balance de Kelvin, c'est pareil, toujours pareil pour comparer des intensités. Et puis ici, vous avez un électrodynamomètre de détermination de l'ampère qui a servi jusqu'en 1969 dans un service officiel de contrôle. Donc vous voyez, c'est le système de balance, c'est ici. Et puis on a les bobines en dessous. Et puis pour terminer, la balance du watt, qui sert à une nouvelle définition de l'unité de masse. Puisque jusqu'à maintenant, l'unité de masse, c'est toujours le fameux kilogramme déposé au pavillon de Breteuil à Sèvres, mais les gens des bureaux des poids et mesures cherchent à une nouvelle définition de la masse à partir d'autre chose qu'un objet matériel. Et là, donc ça, c'est sorti de la Revue française de métrologie en juin 2007, il y a sûrement des articles plus récents. Et c'est un dispositif de balance encore qui va permettre, à partir de la définition de l'électricité, etc., de définir une nouvelle unité de masse. Tout ça pour dire que les balances, c'est toujours des objets très actuels qui servent aux physiciens à des tas de choses, y compris la physique la plus performante. On a toujours ce principe de balance
Ça ressemble plus aux vieilles balances à plateau pour peser les âmes ou pour peser les sorcières, mais c'est toujours le même principe, balance, c'est-à-dire équilibrage entre deux forces ou deux moments de force. Alors, si vous avez des balances quelque part, si vous en connaissez d'autres, nous, on sera très contents si par hasard, dans les sous-sols de l'université ou dans un fond de placard de laboratoire, vous en trouvez d'autres, ou si vous avez d'autres idées d'utilisation, on pourra rajouter ça pour le patrimoine de l'université. Merci. Après, vous pouvez venir les voir, là, toutes. Pascal, on ne l'a pas dit, mais la balance la plus ancienne, c'est celle-là. Comparer. Ce n'est pas une balance qui pèse, une balance qui compare. Et d'autre part, quand on a parlé des qualités de la balance, il y en a une qu'on n'a pas donnée, qu'on apprenait pour tous les lycées, c'est la justesse. On parlait de la fidélité indispensable, de la justesse et de la précision. Et on disait la justesse. Il n'y a aucune balance qui est juste. Les balances ne sont pas justes. Il faut attacher le formule. Peut-être certains ont des questions à poser. Je peux faire passer le micro. Il y en a. Il y a des questions? Je sais pas. Je sais pas si... Ah oui, mais si vous n'avez pas de questions à ce moment-là, effectivement, comme ça vous avez été proposé, il faut vous rapprocher et voir les balances. Mais c'est sûr, pas de regrets, pas de questions. Rapprochez-vous et ce sera peut-être, vous pourrez échanger peut-être plus facilement en vous rapprochant et en regardant ces balances qui sont de très très beaux spécimens. Ce dont on n'a pas parlé, c'est tous les problèmes de masse marquée aussi. Donc là, on vous a sorti juste 2 boîtes de masse pour montrer à quoi elles ressemblaient, mais il y a tous les problèmes effectivement de masse marquée. On ne s'est pas intéressé trop à ça, sauf le fait qu'on a utilisé des petites pinces pour les prendre, etc. Toujours pour la précision. Donc n'oubliez pas, regardez dans vos placards, dans vos laboratoires, si vous découvrez de nouvelles balances. Françoise et Jean-Marie seront heureux de venir les voir et éventuellement de vous en débarrasser pour enrichir la collection de l'université. Voilà, des balances de ce modèle-là, il y en a sûrement beaucoup d'autres sur le campus. Dans les laboratoires de chimie, il doit y en avoir encore. Mais il n'y en a jamais 2 exactement pareilles, ce qui prouve bien la difficulté à créer une balance de précision. Parce qu'elles sont toutes différentes et vraiment, à chaque fois, quand on les regarde, la mécanique est différente. C'est vraiment... L'objectif, c'est d'avoir la plus grande précision possible et puis des balances qui oscillent pas trop longtemps. Enfin bon, on voit bien que les gens ont beaucoup travaillé là-dessus techniquement, c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup fait travailler parce que c'est pas facile d'avoir une balance très précise. Il faut que les deux côtés du fléau soient exactement les mêmes, c'est-à-dire que le matériau soit pareil des 2 côtés, que la longueur soit strictement la même. Enfin, c'est vraiment très très difficile d'avoir une balance de précision. Alors que ça paraît un objet tout simple, c'est pas vrai du tout. D'où cette innombrable quantité de modèles faits par tous les constructeurs. Donc là, vous en avez qui sont pro-labo, vous en avez qui sont Rhône-Poulenc, vous en avez... Enfin, tout le monde a essayé d'améliorer les balances pour avoir des balances les plus précises possibles. Et du coup, la balance de M. Bockholtz, là, qui a donné lieu à la balance de Mettler, c'est une amélioration importante. Et les balances de Mettler, il en a vendu des milliers et des milliers. Mettler étant un Suisse à l'origine.